Salut, c'est Alban. Alors au salon de la plongée, vous allez rencontrer des fabricants, vous allez rencontrer des passionnés, vous allez rencontrer des professionnels également. Alors souvent on nous demande comment devenir moniteur de plongée. Alors c'est un métier extraordinaire, fabuleux. Nous allons rencontrer Christophe Dessix, Ulysse Plongée à Gien, sur la presqu'île de Gien. C'était mon premier moniteur de plongée, il va nous parler un petit peu de sa passion. Donc Christophe, on est ici sur la presqu'île de Gien, tu es responsable du centre de plongée Ulysse Plongée. Ça fait des années qu'on se connaît, on a commencé à plonger ensemble, moi j'avais 11 ans, tu as des milliers de plongées, tu connais très très bien le coin, tu plonges depuis combien d'années? 35, j'ai commencé à 15 ans, j'en ai 54, fais le calcul parce que je commence à avoir du mal. Ok, on fera plus tard le calcul. Alors, j'ai une question à te poser, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un si jamais il vient te voir et il te dit j'aimerais être moniteur ou monitrice de plongée, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? De plonger. Ouais, voilà, acquérir de l'expérience, j'imagine, être passionné. Ouais. Mais c'est un beau métier. Ouais. Ouais, faut l'apprécier. C'est un métier magnifique. On est dans un milieu, regarde où on est. Regarde où on est, tout ce qu'on... C'est d'abord, attention, hein, nous on vient de la plongée. On est d'abord plongeur et après on est devenu moniteur. Mais d'abord c'est cette activité qui nous a... C'est ce milieu, c'est tout ce qu'on y rencontre. Et donc le moniteur c'est faire partager ce plaisir et faire découvrir ce plaisir, ces sensations, ce milieu. C'est ça qui nous intéresse. Oui, mais c'est pas un métier. Enfin, donc on ne soit pas forcément ça comme un métier. Hein. C'est pour transmettre une passion. Ça devient un métier, et quand ça devient un métier, c'est pas forcément plus rigolo d'ailleurs. Mais voilà, mais il faut transmettre. Et on a fait des expériences qui sont fabuleuses et on veut, enfin moi, je veux que les gens puissent faire ce que j'ai fait. La même chose. La même chose. On voit des gens un petit peu qui viennent pour te poser des questions où tu vois ils ont vraiment envie de se lancer dans le milieu, tu t'en croises un peu? Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Ouais. Il y en a qui réussissent? Pas forcément. Ouais. C'est quoi ton meilleur souvenir en plongée, ton plus beau, ou un des plus beaux souvenirs que tu as en plongée? Alors là, oh, il y en a beaucoup. Hein. Chaque fois, les paysages sont tellement diversifiés, il y a tellement de trucs. Avant, on faisait aussi, on allait à la pêche aux amphores, on avait le droit de faire ça, donc on en trouvait quelques-unes. C'était des trucs, des moments fantastiques. Trouver des épaves, c'est ça, c'est des trucs que tu n'as jamais vus, que personne ne connaissait, et tu tombes dessus parce que c'est arrivé là par circonstances. Tu as trouvé le Mustang, tu l'avais trouvé? Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. C'est retrouvé parce qu'il est arrivé là, il était arrivé 2 ans auparavant, quoi. Ouais. Amené par un chalutier. D'accord. Tu te rappelles un moment de certaines personnes qui t'ont marqué, des clients qui t'ont laissé un souvenir très fort? J'ai des petits autistes qui m'ont laissé des souvenirs très forts. Ah ouais. Très forts parce que c'est très difficile d'avoir un contact, tu as l'impression qu'il ne se passe strictement rien. Et quand les soignants te disaient derrière que ça avait changé leur comportement, alors que toi tu voyais strictement rien, tu avais l'impression d'avoir échoué parce que dans notre regard il n'y avait rien du tout. Ouais. Et que finalement, c'est très impressionnant. Mais c'est aussi une des forces de moniteur de plongée, c'est aussi, on se nourrit du bonheur des gens aussi, c'est quelque chose qu'on... Ça c'est fantastique, c'est tout le temps, tu es tout le temps content quand tu fais découvrir, que ce soit un gamin ou un adulte, ce milieu-là, ils sont émerveillés quelquefois pour des choses que tu dis que c'est merveilleux, parce que c'est comme au quotidien et tu apportes quelque chose de tout à fait nouveau. Tu as l'aventure ici, c'est pas compliqué, les gens tu les immerges, ils sont dans un nouveau monde. Ils n'avaient pas l'impression qu'ils pouvaient avoir à côté de chez eux un truc aussi fantastique. C'est ça, il n'y a pas forcément besoin de partir à l'autre bout du monde. En France, on a des choses qui sont magnifiques, et notamment sur la presqu'île à Gien, c'est ici de Porpro, avec le parc national, c'est merveilleux. Oui, et même pas la peine d'aller dans le parc national. Hein. Ici, on a des paysages comme la fourmi, c'est fantastique, c'est les couleurs que tu as par rapport à Porpro. Mais bon. Et l'évolution justement de la faune et de la flore sur ces 30 dernières années? Eh ben, l'évolution, je trouve qu'elle est très très importante et dans le bien. Ouais. On voit beaucoup plus de poissons que ce qu'on voyait il y a 30 ans. Hein. Ça, je dis, tu vas à la fourmi, tu trouves de tout, tu trouves
trouves des mérous, tu trouves des liches, des dentilles que tu voyais pas, beaucoup de gros poissons. Là. Pour quelle raison? Ça, on sait pas trop, mais je pense que ça s'est beaucoup amélioré par rapport à la fin des années 70 où j'ai commencé l'activité. Non, ça s'est vachement amélioré. Peut-être que la qualité des eaux, parce qu'on a des stations d'épuration partout, puis les phénomènes climatiques, hein, il y a des choses qu'il faut analyser sur des termes un petit peu plus longs que notre petite vie à nous. Hein. Bien sûr. Bon, Christophe, je terminerai sur une question, c'est est-ce que tu as une anecdote me concernant? Oh, j'en ai plein, hein. Ah ouais. J'en ai plein. Hein. Bon, tout petit, bon, on va pas aller plus petit que ça. Non, il y en a une qui était, enfin, qui a un peu les boules, mais quand tu as passé ton niveau 2, donc niveau 2 c'était à l'époque d'ouverture, tu parles, les épaves, le machin, le truc, et tu sais que moi j'ai toujours été très prudent. Donc c'était toujours la progression, l'accession progressive au milieu, à l'extrême. Et bon, bah toi, tu devais être un peu plus, comment dire, désireux d'aller loin tout de suite. Et tu avais convaincu même tes parents de faire ça. Donc ton père me demandait, alors quand est-ce qu'il va aller profond? Il faut aller doucement, on va commencer par ça, comme ça. Puis tu avais amené dans un autre club. L'autre club, il t'avait amené direct à 47, 48 mètres. Il t'avait fait faire direct, comme ça, l'extrême de la zone que tu pouvais éventuellement caresser, tu vois, et il t'avait amené sur la barge au con. Exact, ouais, c'est ça. Et là, j'avais dit, putain, tu fais un enseignement, tu dis, il faut aller doucement, il faut progresser, il faut ci, il faut là. Et là, directement, boum, au fond du fond. Et ça, c'était... Ça, je me rappelle, effectivement, j'avais oublié, et je me souviens également, j'étais plus petit, que je voulais absolument faire une épave. Et tu m'avais emmené sur pas très loin d'ici, sur un bout d'aile, un bout de carcasse d'avion. Ouais, tout à fait, ouais. Et j'étais juste heureux comme un ange. Ah ouais, hein. Le Stuka là-bas. Par contre, on a trouvé le pilote. L'équipage, on a trouvé qui c'était. Ah oui. Ouais. Vous avez fait des recherches? J'ai été en contact avec un Allemand qui est passionné de ça et qui surtout travaille dans l'office des brevets allemands. Et donc il y a des accès dans l'industrie et plein de choses. Et donc il a réussi à trouver avec le type d'avion, patate ou fin, qui ça pouvait être, quelle était l'escadrille qui était installée ici. Et donc le pilote s'appelait Willy Groth et il est mort en 1943. C'est un accident et les travailleurs aussi étaient deux dedans. D'accord. Là, en ce moment, on trouve plein de choses. L'identité des pilotes du Mustang, ça c'est un truc extraordinaire. Vous l'avez retrouvé aussi? Ah oui, bien sûr. Oui, avec le numéro, tout ça. Et avec ce numéro, ils ont trouvé en 2 jours, ce qu'on cherchait depuis 15 ans. Mais l'avion, il partait de là. Et puis finalement, on a beaucoup de documentation, pas sur ce pilote-là, mais ils ont été 2 à se faire dégommer en même temps, en attaquant la colle noire. Et le deuxième, c'est-à-dire le premier, ça a été lui, qui a réussi à amérir, et finalement on sait maintenant qu'il a améri à Escampo, et que l'avion a été ramené par la suite, puisqu'on a retrouvé la queue à Escampo il y a 2 ans. Hein. Et le deuxième, il a sauté en parachute au-dessus de la colle noire. Il a été récupéré par les Allemands, et ce monsieur-là, il a écrit un livre sur sa vie, sur un peu sa captivité. Tu vas sur mon site internet, tu verras, j'ai une page avec les dessins de l'attaque. Quand il était au Stalag en Allemagne, il a fait des dessins de l'attaque. C'est super rigolo. Et il a créé un livre. Et cette association de fanatiques de l'aviation l'a fait venir en 2007, ici. Moniteur de plongée, c'est un métier qui m'a apporté énormément et qui m'apporte encore beaucoup à l'heure actuelle. Ce métier, on l'aime parce qu'on est passionné d'abord et ensuite parce qu'on aime transmettre et partager sa passion. Pour devenir moniteur de plongée, il faut en France suivre un cursus. Ce cursus est d'abord plonger un maximum, passer les diplômes de plongée, les niveaux de plongée, pour ensuite faire un diplôme d'état. Si vous souhaitez devenir moniteur ou monitrice de plongée, écoutez les gens qui vous poussent vers le haut et donnez-vous les moyens de réussir. Justement, le fait de venir au salon de la plongée vous permettra d'échanger avec les professionnels qui vous parleront de leur passion. Je terminerai par cette citation d'Oscar Wilde. Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles.